arrivé sur la conf Boulot, asso politique et maintenant je fais quoi? On est en compagnie de Julien Dubois d'AnimaFac, d'Anaïs du RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, que vous connaissez peut-être pour les un peu plus anciens sous le nom de REFED. Antoine Trouche pour un réveil écologique et enfin Anis Bernard de Latitude. Je vais vous laisser chacun vous présenter rapidement et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet en sachant que là sur cette conf, ce qu'on attend c'est vachement vos retours, vos témoignages, savoir si on veut savoir ce que vous voulez savoir, on veut vous donner plein d'astuces, plein de trucs pour l'engagement. Et l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous tous. Donc, vous allez pouvoir bien sûr le faire via le chat. Et puis, si on y arrive, nous, on aimerait bien également accueillir certains d'entre vous sur le live avec nous pour que vous puissiez témoigner de vos engagements, nous raconter un peu pour vous comment ça se passe. Voilà pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Julien, je vais te laisser démarrer. Ça marche, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Julien Dubois. Je suis directeur de la communication d'AnimaFac, qui est un réseau d'associations étudiantes. Donc, un réseau généraliste. On compte à peu près 4000 associations dans le réseau en ce moment, qui, du coup, s'engagent sur différentes thématiques. Voilà, les questions écologiques, les questions de lutte contre les discriminations, les questions de citoyenneté, de démocratie, etc. Voilà, donc juste pour peut-être dire un mot sur AnimaFac, notre mission principale, c'est d'accompagner les porteuses et les porteurs de projets associatifs étudiants pour développer leurs initiatives. Donc ça, c'est à différents niveaux. On propose pas mal de ressources en ligne, notamment pour aider les étudiantes et les étudiants à monter leurs projets. Et après, on développe des projets plus spécifiques en nous appuyant sur les associations spécialistes du réseau, donc sur différents sujets. Là, en ce moment, on travaille donc, sur les questions de discrimination raciste et LGBTQIA-phobe, sur les questions de santé mentale et également sur les questions de vie étudiante au sens large. Un grand projet qui s'appelle la rentrée d'après, qu'on partage avec d'autres associations présentes ici. Voilà dans les grandes lignes. Super, merci. Anaïs, je fais dans l'ordre de ce que je vois moi sur mon petit écran. Merci Céline. Oui, ça tombe bien parce que du coup, moi je suis Anaïs Darren, je suis responsable projet au RESES, donc le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, et ça tombe bien que je parle après Julien parce qu'on est un réseau, on est une association similaire à AnimaFac, c'est-à-dire qu'on est un réseau d'associations étudiantes qui portent des projets en lien avec l'écologie et la solidarité. Donc nous, on a environ 140 associations engagées sur le territoire et notre ambition est d'accompagner ces associations-là pour porter leurs projets en lien avec l'écologie et la solidarité, de les rassembler, de les former et de porter la voix des étudiants. Donc voilà un peu pour ce que fait, le RESES. Je pense qu'on pourra revenir après sur les actions, concrètes, d'une part que peut proposer le réseau et d'autre part qu'on a pu voir, de nos associations et de nos étudiants, sur le territoire. Et puis, comme on parle quand même aussi d'engagement, moi au niveau de mon parcours et si ça intéresse certains, vous n'hésitez pas à poser des questions, mais, dans l'idée, moi je suis arrivée à mon engagement, non pas par mes études, et pourtant avec du recul, j'aurais peut-être aimé, faire des études un peu plus engagées. Donc j'étais en commerce international et je suis arrivée là via le volontariat en service civique et l'engagement, dans des projets associatifs. Donc voilà pour ça, après avoir fait, 2 ans et demi en audit financier. Donc voilà pour la présentation du réseau. Merci Anaïs. Antoine, c'est à toi. Du coup, ravi d'être là. Moi, je m'appelle Antoine Trouche, je suis membre du collectif Pour un réveil écologique. Alors, Pour un réveil écologique, en fait, c'est un manifeste au départ qui disait, il y a 3 ans, quand ça a été lancé à partir notamment de grandes écoles, nous, en tant que jeunes de grandes écoles, on pense que l'urgence écologique est absolument
prégnante va mettre en danger et nous oblige à repenser l'ensemble de nos vies. On pense que le système économique actuel n'est pas prêt à y faire face. Donc, au-delà de nos engagements personnels, associatifs, politiques, etc., on s'engage aussi à ce que nos métiers et nos futurs jobs soient des jobs qui soient écologiquement utiles. L'idée étant que ça ne sert à rien d'aller bosser en vélo si on va aller construire des centrales à charbon ou des SUV. Et du coup, on a depuis le lancement de ce manifeste monté un collectif. Et en fait, ce collectif fait deux choses. Il s'engage déjà dans les écoles avec le ministère de l'Enseignement supérieur, sans un peu de pression sur le ministère, ou dans les écoles directement pour qu'on intègre les enjeux écologiques de façon transverse dans toutes les formations. Donc, je pourrais parler plus en détail parce qu'on bosse beaucoup avec les équipes d'étudiants directement dans leurs écoles pour faire ces transformations concrètement. Et on fait de plein de manières différentes. On participe au fait de faire pression sur les entreprises pour que le cœur vraiment de leur stratégie et de leurs activités devienne écologiquement soutenable. Donc ça passe par le fait d'aller menacer des directions d'entreprise, d'avoir de plus en plus de mal à recruter des jeunes si jamais ils ne montrent pas qu'ils sont écologiquement soutenables. Ça passe par le fait d'encourager des collectifs de salariés en interne dans des entreprises pour qu'ils participent aussi à cette mise sous pression. Ça passe par le fait de faire du lobbying auprès d'élus pour qu'ils mettent en place des réglementations plus ambitieuses sur le plan écologique, etc. Et du coup, on pourra rentrer un peu dans le détail de ce que ça signifie après si ça vous intéresse. Et alors moi, très rapidement, en termes de parcours, je suis ingénieur de formation et j'ai fait un double cursus en communication, ce qui fait que je travaille maintenant pour un réveil écologique, c'est un réseau d'étudiants et de jeunes diplômés. Moi, je suis plutôt dans la catégorie jeunes diplômés. Et du coup, on pourra parler un peu aussi de ce que ça veut dire de trouver un job qui est écologiquement utile ou qui a du sens face à l'urgence écologique. Merci. Anne-Lise, on t'écoute. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Anne-Lise Bernard. Alors, je vais prendre les choses un peu à l'envers par rapport à mes compères. Je vais me présenter d'abord avant de présenter l'attitude. Moi, du coup, j'ai un parcours où, en fait, j'ai fait une école de commerce, donc pas forcément directement lien non plus avec des engagements sociaux ou environnementaux. Oula, pas facile. Et en fait, c'est justement en étant dans une association étudiante dans mes études que j'ai commencé à me poser pas mal de questions et à me dire qu'en fait, c'était plus la partie, le travail sur mon asso qui m'intéressait peut-être davantage que certains de mes cours. Et du coup, j'ai commencé un peu à creuser dans ces domaines-là et à vouloir m'engager là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire un premier stage dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. J'ai continué sur un stage de fin d'études et que du coup, maintenant, j'ai la chance de travailler chez Latitude et d'avoir, en tout cas, j'ai l'impression, un travail qui est en accord avec ce que j'ai envie d'apporter comme engagement autour de moi. Et du coup, pour vous présenter un peu plus Latitude, en fait, nous, on essaie de rassembler une communauté d'acteurs et d'actrices qui ont envie de s'engager pour une tech qui est plus engagée et responsable. Donc, effectivement, moi, c'est un peu plus axé sur le domaine vraiment des technologies, mais globalement, notre engagement est aussi un peu plus large. Et en fait, plus précisément, notamment au niveau des étudiants, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, on permet au fait aux étudiants, dans le cadre de leur cursus, de travailler sur des projets et de monter en compétences, à la fois au niveau technologique, mais en même temps de travailler pour des projets proposés par des associations et des structures d'intérêt général plus globalement. Et du coup, pour donner un exemple très concret et vous permettre d'y voir aussi un peu plus clair, c'est par exemple travailler avec des structures comme les Restos du Cœur et permettre à des étudiants qui en fait étudient de la data, donc là sur le coup on se demande bien le lien entre les deux, et en fait ces étudiants-là ils vont pouvoir par exemple élaborer des algorithmes qui vont permettre de faciliter la mise en lien entre les missions proposées par les Restos du Cœur et les disponibilités des bénévoles. Et du coup, on aura vraiment, grâce à ces algorithmes-là, permettre de proposer les bonnes missions aux bonnes personnes et du coup, en fait, faciliter l'engagement des bénévoles qui ont envie de s'engager avec les Restos du Cœur sur les bonnes missions. Et en fait, c'est ce genre de projet qu'on peut porter. Et l'idée, c'est vraiment de montrer aussi aux étudiants et globalement au profil tech que grâce à ces compétences-là, qui en fait maintenant sont omniprésentes, c'est aussi possible de s'engager dans son métier. Et que du coup, on peut vraiment allier à la fois quelque chose qui nous intéresse dans le domaine de la tech et en même temps nos engagements sociaux et environnementaux. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment, mais moi, j'ai une première question. J'ai l'impression que vous êtes des structures, vous avez beaucoup de choses qui vous rassemblent, mais certainement aussi des différences.
Et je me demande comment vous êtes présent auprès des étudiants concrètement. Qui sont les étudiants qui s'engagent auprès de vos assos, de vos structures? Comment vous travaillez avec eux? Comment ils rentrent en contact avec vous? Et qu'est-ce que les étudiants font avec vous très, très concrètement, si vous avez des exemples hyper concrets? Et là, je vous laisse la parole. Euh, Celui qui a envie de parler, y va. Alors, c'est Antoine qui a envie de parler? Bah, je peux commencer en tout cas, Ouais. donner des idées. Bon, pour un réveil écologique, c'est particulier parce qu'on est un collectif justement d'étudiants et de jeunes diplômés. Donc, on n'a pas de salariés. En fait, de façon active, on est entre 50 et 100 à peu près en permanence. Ça tourne pas mal partout en France. Mais donc, du coup, on n'a pas à travailler avec les étudiants parce qu'en fait, on travaille déjà beaucoup pour nous parce qu'on est étudiants pour la plupart. Moi, je suis plutôt une exception de ce point de vue-là. Donc, comment ça se passe? En fait, comme je l'ai dit, nous, on a 2 champs d'engagement. On se bouge dans les écoles, on se bouge vis-à-vis des entreprises. Alors, de façon très concrète. En fait, dans les écoles, donc nous, on est déjà dans des écoles, donc on s'auto-organise pour créer des collectifs d'étudiants qui, dans les écoles, se disent en fait, 6 mois à l'avenir, je veux vraiment avoir une vie qui participe au fait de construire un monde écologiquement plus soutenable. À un moment ou un autre, ça va passer aussi par le fait d'avoir un métier qui participe à la construction de ce monde. Alors, pardon, je te coupe. Tu parles d'école. Tout type d'école, tout type d'établissement, fac, et peu importe le cursus? Ou Exactement. est-ce que vous avez des Alors, nous, spécialités? non, mais c'est une bonne question. Nous, on est au départ beaucoup issus d'écoles d'ingénieurs et de commerce. Mais évidemment, c'est un truc qui concerne toutes les écoles. Je vais donner quelques exemples, mais tous les métiers sont concernés face à l'urgence écologique. En tant que financier, si jamais vous faites des projections d'investissement et des projections de financement qui misent sur le fait qu'on ait une croissance économique infinie, en fait, à un moment ou un autre, il commence à y avoir un consensus sur le fait que ça risque de s'arrêter à un moment ou un autre. Donc, pas sûr du tout que vos prévisions soient bonnes. Si vous n'anticipez pas le fait que pour maintenir un monde dans lequel la destruction de biens, de services et puis accessoirement de vie n'est pas trop important, il faut se désinvestir des énergies fossiles, c'est pareil, vous n'allez pas être un financier qui va créer de la valeur pendant très longtemps. En tant qu'ingénieur qui construit des maisons, si vous ne vous préparez pas maintenant à être capable de construire des maisons extrêmement bien isolées pour faire face aux vagues de chaleur, accessoirement consommer moins d'énergie pendant l'hiver, lorsque vous avez besoin de vous chauffer, c'est pareil. Dans les quelques années ou dizaines d'années à venir, vous n'allez pas être un très bon ingénieur. Donc, du coup, tout ça, alors, il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question de formation. Si on n'apprend pas à faire tout ça dès l'école, c'est évidemment très compliqué de le faire après dans son futur métier. Donc, nous, dans les écoles, en fait, on va voir les profs, on va voir les directions d'établissement, et on leur dit, en fait, tout ce qu'on apprend est utile, mais il faut que dans tout ce qu'on apprend, pas uniquement dans les formations annexes au développement durable en 3e année, mais vraiment dans tout ce qu'on apprend, on intègre les contraintes écologiques. Alors, je vais vous donner un exemple très simple sur un truc qui a priori rien à voir. En cours d'ingénierie, on a des cours d'acoustique. Bon, l'acoustique, vous pouvez dire, a priori, ça n'a aucun rapport avec les questions écolo. Sauf que les cours d'acoustique jusqu'à maintenant, en fait, on les faisait surtout sur tous les matériaux qu'on utilisait dans les anciens bâtiments de construction, le béton, etc. Écologiquement, le béton et le ciment, c'est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Donc, c'est pareil, il y a un consensus sur le fait qu'il va falloir moins construire de maisons en béton, plus en construire en bois, en bâtiments biosourcés, etc. Si dans nos cours d'acoustique, on n'apprend pas dès maintenant à étudier un peu les propriétés de ces matériaux biosourcés qui sont moins émetteurs, en fait, on va avoir du mal à s'en servir après en tant que futur ingénieur. Donc, vous voyez, à partir d'un exemple qui, a priori, n'avait rien à voir avec les enjeux écolos, vous voyez qu'il y a aussi des enjeux écologiques à prendre en compte dès nos études. Et ça, évidemment, ça concerne la com au premier lieu. Parce qu'en tant que communicant, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez, alors moi je suis communicant aussi, on peut en parler, je travaille en tant que responsable de relations presse d'une organisation. Voilà, je suis concerné au premier chef. Évidemment, on peut changer des choses dans nos métiers. On peut imprimer des trucs sur des papiers qui sont moins carbonés, mieux recyclés. On peut utiliser moins de pubs numériques sur des écrans géants à la gare Montparnasse, parce qu'écologiquement, c'est quand même assez lamentable. Bon. Mais en fait, ce qui va compter surtout, c'est à quoi est-ce qu'on contribue. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on contribue à vendre? Sur quoi est-ce qu'on contribue à communiquer? Quels sont les business ou quelles sont les activités qu'on encourage par notre métier de communicant? Et si jamais nous, dans nos études, on ne nous apprend pas déjà à comprendre les enjeux écologiques et à identifier un peu les domaines dans lesquels, en tant que communicant, on peut faire œuvre utile, et comment est-ce qu'en tant que communicant, on peut favoriser le fait
d'avoir des activités, des pratiques, des consommations qui sont écologiquement plus soutenables, et ben, ça va être très compliqué en tant que futur professionnel de ne pas le faire. Donc voilà, nous, on va voir les professeurs, on leur dit, ben voilà, il y a des manques dans les formations, on voudrait vous aider à en construire des formations qui soient écologiquement plus soutenables. On va voir les directions d'établissement pour le faire. Pour ça nécessite beaucoup de travail, parce que ce n'est pas un petit bonheur de la chance. Donc, en fait, on a créé tout un tas d'outils à destination justement des étudiants qui, comme nous, veulent mobiliser tout ça. On a une plateforme à direction des enseignants et des étudiants. Vous pouvez la retrouver très facilement sur notre site internet pour un réveil écologique. Et en fait, sur cette plateforme, on dit comment on crée un collectif, comment on va voir la direction de son établissement, comment est-ce qu'on va la convaincre, c'est quoi les arguments à utiliser, comment est-ce qu'on l'aide à construire des formations qui sont vraiment utiles pour faire de nous des professionnels, des futurs professionnels, des citoyens qui participent à la construction d'un monde écologiquement soutenable. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces transformations elles persistent dans la durée, que ce ne soit pas une transformation qui dure un an. Puis après. Super, merci. Et ça fonctionne? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous écoute? Et est-ce que ça agit? Ah ouais, Ça change les choses? Comme je disais, on a deux volets dans notre action. Il y a ce qu'on fait dans les écoles et ce qu'on fait dans les entreprises. Il faut être clair, ce qu'on fait dans les écoles marche beaucoup mieux que ce qu'on fait dans les entreprises. Les entreprises bougent très peu pour le moment, et c'est un pas de problème. Dans les écoles, ça bouge beaucoup plus. Il y a des écoles qui vraiment, sérieusement, de façon transverse, intègrent les enjeux écologiques dans toutes les formations. Ils sont en train de transformer leur programme. Je peux donner des exemples. Moi, je n'ai pas de souci. Par exemple, l'école d'ingénieurs INSA fait tout un travail, justement, ils repensent toutes leurs formations pour déjà donner à tous les étudiants les connaissances de base sur la compréhension des enjeux écologiques, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources, les pollutions. Et ensuite, qui, métier par métier, formation par formation, intègre les enjeux écologiques et ce que les étudiants ont besoin de savoir pour être des futurs professionnels qui construisent un monde écologiquement plus soutenable. D'autres exemples, Polytechnique est en train aussi beaucoup de changer ses formations là-dessus, de façon sérieuse. Sciences Po le fait. Il y a des écoles de commerce qui le font, DOMSIA commence à le faire aussi, etc. Donc ça c'est évidemment encore insuffisant, mais ça bouge beaucoup. Et nous, ce sur quoi on se bat, au-delà de ces exemples qui montrent que c'est possible et que ça fonctionne, on se bat au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on participe à des groupes de travail pour faire en sorte qu'en fait, ça soit fait de façon systémique dans toutes les formations d'enseignement supérieur. Merci. Julien et Anaïs, est-ce que vous voulez réagir? Et puis ensuite, Anne-Lise. Ouais, je prends la suite du coup. Alors nous, AnimaFac, la manière dont on travaille avec les étudiantes et les étudiants, alors en fait, il y a plein de possibilités dans le sens où nous, notre but, c'est d'accompagner en fait autant de personnes qui ont eu une bonne idée et qui ont envie de lancer un projet mais qui ne savent pas par où commencer, donc vraiment dans le début de la démarche, que d'accompagner des associations qui sont déjà formées, qui ont déjà un projet associatif défini, mais qui ont besoin d'aller plus loin. Donc, pour ça, en fait, on propose différents formats. Donc là, d'ici en fait, ce mois-ci, là, en octobre, on organise des rencontres dans toutes les villes universitaires dans lesquelles on est. Donc, il doit y en avoir 22 ou 23. Ouais, 22 ou 23 cette année. Donc, qui permettent de rencontrer des gens qui partent de des projets qui ont déjà le pied en fait, dans le monde associatif. On propose aussi des programmes d'accompagnement plus spécifiques, notamment là, il y en a un qui vient de terminer qui s'appelle la machine à projet, où là, c'est vraiment un accompagnement sur du long terme, où on aborde un peu tous les aspects du projet associatif. Donc, à savoir la gouvernance, comment on s'occupe d'avoir des sous, parce qu'en fait, c'est quand même assez important pour le fonctionnement d'une asso. Comment, pareil, est-ce qu'on entre en contact avec son université? Comment est-ce qu'on porte un plaidoyer? Comment on fait aussi la communication de son projet? Parce que c'est quelque chose je pense que mes collègues peuvent avoir remarqué aussi, qu'on a souvent des gens qui ont des idées vraiment excellentes, qui répondent à des besoins précis et identifiés, et qui pour autant en fait passent un peu la communication au second plan, parce que on a souvent en fait l'impression que communiquer c'est faire de la pub. Et en fait, ce n'est pas le cas, et qu'en fait, si on a des projets qui sont super intéressants, c'est dommage que personne ne les voit, tout simplement. Oui, effectivement, je rajoute même dans le secteur associatif, alors ça change, mais la publicité, la communication, c'est le mal, c'est mal vu, il faut agir, il faut être dans l'action.
Par contre, communiquer, c'est passé de l'autre côté, même si ça a tendance à beaucoup changer depuis quelques années. Mais ouais. Ouais. Ben, ça a tendance à changer, mais d'un autre point de vue, ce qui change aussi, c'est que beaucoup d'entreprises s'engagent. Alors aujourd'hui, n'importe quelle grosse boîte, Danone, Coca, peut être engagée sur tout et n'importe quoi. Et en fait, cette notion d'engagement, elle devient un peu fourre-tout. Et donc, je pense aussi que c'est aux étudiants, enfin aux jeunes qui portent des projets, en communiquant sur leurs projets, en fait, de montrer ce que c'est l'engagement. Enfin, en tout cas, alors évidemment, il y a plusieurs définitions de l'engagement, hein. Mais qu'en tout cas, voilà, c'en est une et qu'il ne faut pas qu'on se laisse prendre ce terme, je pense, par des grosses boîtes qui veulent, ben voilà, qui font du greenwashing, du pinkwashing, etc. Et qui, du coup, bon, voilà, je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, voilà, ça interroge un peu. Oui, je pense que, enfin, rien que pour ça, en fait, quand on est étudiant ou étudiante en communication, rejoindre une asso, je pense que ça permet déjà d'expérimenter pas mal de choses parce qu'on a des structures qui sont relativement souples. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, donc la loi 1901 qui acte en fait le fait associatif, elle n'impose pas du tout, par exemple, d'avoir une association avec un bureau, un conseil d'administration, un président, un trésorier, etc. À partir du moment où on est deux, on peut faire une association. Et en fait, ce cadre est très, très souple et permet de faire plein de choses et donc d'expérimenter plein de choses. Donc voilà, en tant que communicante ou communicant, je pense que c'est intéressant de pouvoir expérimenter des choses dans ce cadre-là. Et après, je pense aussi que le fait que les luttes en fait et le militantisme sont source d'innovation et notamment en communication, et qu'en fait de travailler sur ces questions-là, ça permet d'avoir un horizon, je pense, beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant quand on est étudiant en communication. Ah, merci beaucoup, Anaïs. On reviendra sur tout ça, hein. Oui, pas de problème. Du coup, de notre côté, Julien a dit pas mal de choses qu'on fait aussi en termes de fonctionnement du réseau. Donc, je vais peut-être plutôt aller sur des projets qu'on porte au RSS et qui peuvent vous intéresser en général en termes d'action directe aussi. Donc, par exemple, on a 2 grands temps forts, qui sont la semaine étudiante de réduction des déchets et la semaine étudiante du développement durable, qui va changer de nom bientôt. Et qui sont en fait 2 temps forts où on va essayer de mettre en valeur un maximum de projets étudiants, qui Pardon, peuvent alors, oui. ça tombe en même temps que la semaine, les semaines nationales, c'est dans le Ah oui, cadre de la semaine la nationale? semaine étudiante de réduction des déchets, oui. Donc elle est en Ouais. partenariat avec l'ADEME, et elle tombe fin novembre et la semaine étudiante développement durable, c'est la première semaine d'avril, et en fait, ça tombe pas en même temps que celle de septembre, en général, parce que, l'objectif, c'est, de pouvoir s'adapter au Au programme calendrier étudiant, peut-être? voilà, au calendrier étudiant, exactement. OK. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en avant, donc d'accompagner pour le réseau, d'accompagner les projets étudiants, de communiquer dessus et d'apporter un financement, sur les projets à hauteur de 150 € par association, par événement ou par étudiant même. Ça peut être des étudiants seuls qui portent des projets et ces projets-là, ça peut aller, d'une, conférence sur un sujet comme, celui qu'on fait aujourd'hui ou alors, à, une maraude, une distribution alimentaire, ou n'importe quel projet qui a un lien avec, soit la réduction des déchets, soit les, objectifs de développement durable pour les 2 semaines différentes et voilà. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant et de faire un relais au niveau national aussi, que ce soit avec les ministères, avec les établissements d'enseignement supérieur et cetera. Donc c'est valoriser l'engagement étudiant et c'est aussi ça peut être une première porte d'entrée, pour porter son premier projet, soit en tant qu'étudiant, soit en tant qu'association étudiante. Donc ça, c'est pour un peu, ces, semaines, clés et sinon, il y a d'autres choses qu'on peut faire et qui peuvent être intéressants pour s'engager. Donc là, je ne vais pas parler des projets de nos assos ou de nos étudiants, par exemple, mais vraiment ceux du RESES. On invite par exemple, Antoine parlait, de faire bouger sa formation ou, des campus, qui essayent vraiment de prendre en compte tous les enjeux. Si vous voulez découvrir ça, par exemple, vous pouvez, vous engager, un peu plus loin et donc on a enfin un peu plus loin, d'une autre manière, c'est-à-dire être auditeur pour le label des DRS. Le label des DRS, c'est un label,
qui va venir regarder ce que fait l'établissement qui souhaite se faire labelliser sur tous les critères en lien avec l'écologie et la solidarité. Donc, ça va être la formation, la gouvernance, le fonctionnement, le lieu, etc. Ça va prendre en compte des critères qui sont dans la loi Grenelle nous, on propose à des étudiants d'être auditeurs pour ce label, d'être parmi les 3 auditeurs qui vont venir voir tous ces critères. Donc c'est hyper intéressant pour comprendre le fonctionnement d'un établissement, comprendre ce qu'ils font ou non, les difficultés qui sont là et puis c'est aussi une super expérience pour rentrer dans ce monde un peu de la labellisation et du développement durable et de la responsabilité sociétale. Donc ça peut être Tu un peux nous premier redonner engagement. le nom du label? Label DDRS, label Développement durable et responsabilité sociétale. Donc D'accord. C'est un label qui est développé dans... c'est un label, développé, dans le cadre de la conférence des présidents d'université, des responsables des DRS des établissements et du REFED à l'époque, donc l'ancien RESES, qui avait aidé moi à monter ce label. C'est pas un label, obligatoire, c'est un label, reconnu par les établissements, eux-mêmes. L'objectif, c'est, pour les établissements de se mettre dans une première démarche. Alors on dit pas que quand on a ce label, on est un établissement parfait, mais c'est, vraiment une première démarche pour se lancer, faire un état des lieux de l'établissement et commencer à lancer ses actions et D'accord, qu'au pourquoi moins je pas me aller beaucoup plus loin questionne et après. que je réfléchis. Exactement et c'est quand même un label qui demande énormément de réflexion sur l'état des lieux de l'établissement, donc c'est quand même une belle démarche pour commencer. Et du coup, c'est intéressant que l'étudiant puisse être au cœur, de cette labellisation et qu'il y ait aussi un avis étudiant. Vous êtes passé par l'établissement, peut-être que vous aurez pas le même regard, sur cette labellisation et c'est important que les étudiants soient dans ces sujets de gouvernance, enfin de gouvernance, ou puissent rentrer et avoir une vision là-dedans et on propose plusieurs autres Et choses. l'étudiant est une partie prenante hyper Exactement. importante. Que l'étudiant puisse être partie prenante de ça et il y a d'autres projets sur lesquels on essaye de faire devenir l'étudiant en partie prenante de ça. On a aussi, le label Université Bleue, donc c'est un label un peu, à plus petite échelle, mais l'idée c'est, plus de bouteilles en plastique dans les universités et les établissements. Et là, pareil, c'est l'étudiant qui va être auditeur et qui va être force de proposition dans ce label et qui va devenir la personne qui vient, en fait, donner son avis sur les actions des établissements d'enseignement supérieur et c'est aussi intéressant d'avoir ce positionnement-là. Donc là aussi, pareil, on propose aux étudiants de s'investir, de s'engager, dans ces démarches-là et de pouvoir apporter, leur touche et que ce ne soit pas toujours, en fait, des d'autres établissements qui viennent auditer des établissements et qu'ils s'auditent de pair Ça à veut pair, dire que mais qu'il y a un engagement étudiant. ça passe par une étape de formation pour Bien sûr. l'étudiant, il doit passer par des étapes Oui, bien précises sûr, pour avant le label de... des DRS, pour le label Université Bleue et on a un autre label qui s'appelle Ecofest dont je vais parler juste après. Mais voilà, pour tous ces labels, nous, il y a une formation Mmh. préalable et les étudiants sont évidemment accompagnés par les autres auditeurs. Ça permet de monter en compétences et ça peut aussi être valorisé sur un CV, quand on parle d'insertion professionnelle, voilà, ça peut être, aussi une preuve d'engagement et une montée en compétences qui permet après, voilà, un engagement à valoriser, là-dessus. Et donc évidemment, on forme et après ils sont accompagnés par les autres auditeurs. Ils vont suivre toute la démarche pour la labellisation. Et donc, au niveau du label EcoFest, ça, c'est un label étudiant, mais qui vient labelliser les événements éco-responsables. Donc là, on n'est pas au niveau de l'établissement, au niveau des événements d'organisateurs individuels. Mais pareil, voilà, ça fonctionne à peu près pareil. On est formé et l'étudiant peut être force de proposition et peut être à son tour la personne qui vient d'une part monter en compétence et d'autre part venir apporter la touche étudiante sur ce qui va se passer pour l'attribution de ces labels-là. Et le dernier sujet sur lequel je voulais apporter aussi, l'engagement des jeunes dans différentes enfin voilà, en tant que partie prenante, sur des sujets qui, de prime abord, sur lequel il n'est pas intégré, c'est par exemple les négociations internationales. Donc c'est un gros sujet qui arrive là, parce que les COP26 arrivent du 1er au 12 novembre et l'idée pour le RESES, c'est vraiment de faire participer les étudiants et les jeunes à ces négociations internationales. Alors, bon, on va le dire tout de suite, on ne va pas réussir à vous faire rentrer dans les salles de négociation. Mais par contre, voilà, on envoie des étudiants 2 fois par an aux négociations internationales et donc l'idée, c'est qu'on forme les étudiants, et qu'ils puissent, participer aux négociations, donc là, la prochaine est à Glasgow. Donc le 1er au 12 novembre et qu'ils puissent rapporter de l'information et de la vulgarisation,
au reste des étudiants restés en France et qui n'ont pas pu participer à ces négociations-là, mais aussi sur place, rencontrer des délégations, rencontrer donc la délégation française, d'autres associations de jeunesse, d'autres associations de plaidoyer internationales, par exemple, et pouvoir représenter les jeunes sur place. Donc pour nous, c'est hyper important que les jeunes puissent être représentés là-bas. Et ce qui est incroyable, et ce qu'on peut faire aussi dans son établissement, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui font accréditer leurs associations ou leurs établissements pour participer aux négociations internationales. Cette année, on a 3 établissements en plus, qui sont Sciences Po Toulouse, AgroParisTech, Grenoble École de Management. Et en fait, on est en train de doubler le nombre de jeunes qui participent aux négociations internationales. C'est hyper important qu'on soit de plus en plus nombreux là-bas et qu'on puisse se faire écouter. Alors, je ne dis pas que les négociations internationales servent énormément dans dans le cadre du changement climatique. Ça peut être des moments très frustrants, mais ça peut aussi être une occasion de monter en compétences, de participer en tant que partie prenante à ces négociations-là et de représenter la jeunesse. Donc, c'est aussi un élément hyper intéressant qui arrive là très bientôt, vu que les prochaines sont, comme je le disais, en novembre et qu'il y a plein de moyens de se former et de participer. Et soit j'en dirai plus s'il y a des questions, sinon tout est dispo sur les réseaux sociaux du RESES. Merci beaucoup. Je te laisse, Anne-Lise, poursuivre là-dessus, puis on verra pour les questions. Super, ça marche. Et ben, du coup, oui, moi, genre, pour le coup, je pense que j'ai pas mal de liens avec ce qui a été dit et notamment avec ce que défendait Antoine sur le fait de en fait, monter en compétence dans sa formation. Comme je l'ai très rapidement expliqué au début, en fait, nous, l'attitude, nos champs d'action avec les étudiants, c'est en fait principalement d'avoir des liens avec des écoles de l'enseignement supérieur qui, du coup, en l'occurrence, ont des cursus liés à la tech parce que c'est un peu notre domaine de prédilection. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de démarcher ces établissements-là et justement de les aider à faire changer leur formation en profondeur pour justement essayer d'intégrer un peu plus ces enjeux-là. En fait, c'est des gens qui, toute l'année, vont parler de différentes technologies et ne sont pas du tout sensibilisés à l'impact que ça peut avoir. Et ça paraît presque aberrant de se dire qu'on passe à côté d'un sujet qui est aujourd'hui assez important, et pour autant, c'est encore malheureusement un peu trop le cas à notre sens. Et du coup, on essaye vraiment de s'intégrer directement dans ce cursus-là et que les étudiants ne voient pas les enjeux socio-environnementaux comme quelque chose d'annexe, quelque chose qu'ils vont faire uniquement sur leur temps libre, même si c'est aussi un temps qui peut être hyper enrichissant là-dedans, mais que ça peut être concrètement lié à ce qu'ils apprennent déjà au quotidien. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de soit proposer parfois juste des ateliers de sensibilisation pour en fait aider à comprendre ces enjeux. C'est peut-être pas la partie la plus fun, et pour autant comprendre profondément quels sont les impacts de ce qu'on fait, etc. C'est vital aussi pour après avoir un esprit beaucoup plus critique sur ce qu'on va mettre en place. On va essayer aussi de proposer des projets très concrets pour justement leur permettre de passer à l'action une fois qu'ils ont fait cette première phase de compréhension. Et du coup, là, c'est l'exemple que je donnais du Resto du Cœur, mais en fait, on travaille avec énormément de structures d'intérêt général qui, tous les ans, vont proposer des projets à des étudiants et qui, du coup, parfois, pendant plusieurs mois, vont travailler avec eux pour les aider à monter en compétences. On a, par exemple, travaillé avec une association qui avait créé, en fait, un jeu sous forme d'escape game pour sensibiliser aux droits de l'enfant. Et c'était notamment un jeu qui était accessible aux enfants eux-mêmes pour parfois, justement, sous forme de jeu, pouvoir comprendre beaucoup plus facilement certains éléments qui ne sont pas forcément accessibles quand on est enfant. Et du coup, pouvoir se sensibiliser à ça, et ben, c'est des étudiants, par exemple, de Centrale Supélec qui ont travaillé pendant des mois avec cette association-là pour pouvoir digitaliser la solution et pouvoir l'étendre beaucoup plus facilement, parce que malheureusement, cette association ne peut pas être partout et ne pouvait pas diffuser cette solution autant qu'elle le voulait. Et du coup, ça, c'est des projets sur lesquels des étudiants ont travaillé pendant des mois avec la structure et qui, du coup, ont pu comprendre ces enjeux et apporter aussi leur contribution du coup sur le domaine de la tech à cette structure-là. Et enfin, la dernière étape, c'est aussi aider ces étudiants-là à se projeter. Et ça, un réveil écologique le fait aussi très bien sur le fait d'expliquer aussi qu'en fait, dans le choix de nos métiers et de ce qu'on veut faire par la suite, on peut avoir un vrai impact. Et on a généralement parfois un peu trop de pression quand on est étudiant sur notre avenir. On a envie d'avoir un dossier qui soit le mieux possible sur le marché du travail. On a envie de faire les bons choix et que ce soit très valorisé. Et pour autant, ça, c'est aussi des enjeux qui sont de plus en plus
plus entendu. Bon, en tout cas, on a aussi envie de le croire. Et parfois, du coup, en refusant aussi de travailler pour certaines structures ou au contraire orienter son choix dans certaines directions, ça peut avoir un impact monstrueux et surtout même dans son quotidien. Rien qu'à titre personnel, c'est aussi hyper galvanisant de travailler pour une structure en qui on croit et sur un projet qu'on a envie de défendre. Et c'est aussi ce message-là qu'on a envie de porter aux étudiants sur le fait qu'on peut avoir un impact qui soit énorme en orientant aussi ses choix de carrière en fonction de causes qui nous tiennent à cœur et qui peuvent être tout à fait diverses. Et du coup, c'est un peu les différents champs d'action sur lesquels on essaie d'accompagner les étudiants dans leur réflexion en leur permettant de prendre du recul aussi sur pas mal de sujets et essayer d'identifier les choses sur lesquelles eux ont envie de contribuer, qu'est-ce qui leur tient à cœur dans le choix d'un métier. Généralement, on arrive avec des idées un peu préconçues de moi, je veux un métier qui... je sais pas, où on a un peu l'image du costard cravate, où on va travailler à la défense et que c'est ça l'image de la réussite. Ça peut être pour certaines personnes, mais c'est pas le modèle qui convient à tous. Et c'est aussi important d'identifier ce qui nous rend heureux à titre perso et sur quoi nous on a envie de passer à l'action à travers notamment notre emploi, mais pas que. Merci. Je réagis à ta dernière, ton dernier propos. Effectivement, moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, j'imaginais que avoir un métier, c'était effectivement travailler dans... Alors, peut-être pas le costard cravate, mais avoir un métier, c'était travailler sur quelque chose de très concret dans une entreprise, administration, alors communication, c'est peut-être moins concret, mais je voyais bien ce que c'était, marketing, tous ces services. Et en fait, j'ai découvert à la fin de mes études qu'il existait des tas d'autres métiers hyper intéressants, mais qu'on n'imagine pas, qui ne sont pas visibles en fait. Complètement, sur ça, je te rejoins à 100%. Moi, quand je suis rentrée dans mes études supérieures et que j'ai commencé ma classe prépa, en fait, je voulais travailler dans le marketing du luxe. Spoiler, ce n'est pas le cas. Et en fait, je pense qu'au fond, en rentrant en première année en prépa, autant vous dire que je pense que je ne savais même pas ce que c'était le marketing. Je pense juste que c'était des images que j'avais sur ce que ça semblait représenter pour moi et qui, à l'époque, m'enthousiasmaient. Et au fur et à mesure, j'ai fait des choses différentes aussi. Et c'est pour ça aussi que les études supérieures sont hyper intéressantes là-dessus, parce qu'en fait, on a l'occasion de s'ouvrir à tellement de sujets différents, notamment à travers les associations étudiantes, comme en parlaient Julien et Anaïs, qui, en tout cas pour moi, mon association étudiante, c'est ce qui a fait le déclic de mon côté. Parce que j'étais dans une association qui s'appelle Unitaire et qui agit en fait sur énormément de champs d'action différents. Alors, je pense qu'elle est profondément imparfaite dans son fonctionnement, mais c'est aussi le but du jeu quand on est étudiant, c'est d'apprendre aussi, de tester des choses, de ne pas avoir peur de se lancer. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans cette asso-là. Et en voyant tous ces champs d'action possibles, je me suis dit, ah ok, je ne savais pas du tout que c'était possible. Et en fait, j'ai commencé à se dire pendant ce temps-là, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est ce que je fais chez Unitaire. Ce qui faisait doucement rigoler pas mal de personnes en disant non, mais ça, c'est une asso, c'est un engagement à côté que tu fais quand tu as le temps. Et en fait, c'est hyper agaçant d'entendre aussi ça. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas chez Latitude, que je fais globalement ce que je faisais à peu près chez Unitaire. Mes missions sont assez similaires. Et surtout, l'engagement que je porte, qui était en fait la chose qui me motivait le plus à ce moment-là, continue et complètement en accord avec ça. Et du coup, il faut aussi montrer que c'est complètement possible et c'est hyper bien d'arriver dans ces études supérieures avec un plan, des idées, des choses dans lesquelles vous allez vous orienter, mais surtout, restez hyper ouvert à ce que vous allez avoir l'occasion de découvrir et de vous laisser aussi porter par d'autres choses. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est surtout de rester curieux. Et sur ça, je pense que Anaïs, Julien et Antoine auront aussi plein de choses à ajouter. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon parcours. Donc, ça reste mon expérience à moi, mais je pense qu'elle n'est pas unique. Dans la continuité, je pense que ça va vous dire certainement un truc à Annelise et à Julien, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc on organise au RESES, on parle aussi d'insertion professionnelle. Et du coup, on organise chaque année un forum des métiers. Alors, ça ressemble à des salons des métiers, mais l'idée que nous, on veut se fixer, c'est de proposer aux étudiants 3 choses. Autour de stand, de rencontrer des organisations engagées qui recrutent des jeunes sans expérience en stage rémunéré alternance CDD, CDI, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander 5 ans d'expérience, nous, ça ne nous intéresse pas de vous les présenter, ces organisations-là. Et il y aura d'ailleurs AnimaFac qui animera un atelier et Latitude qui sera là aussi. Donc c'est le 28 octobre, on en fait un chaque année, cette année ça va être à Paris.
mais on va aussi toute la semaine proposer du contenu sur les métiers possibles, les différents métiers qui existent dans des organisations engagées. Donc, comme le disait Annelise, il existe plein de choses pour toutes les formations dans des organisations engagées. Donc, voilà, on ne peut pas juste faire soit du conseil en RSE, soit être dans un pôle RSE d'une grande entreprise. Il y a plein, plein, plein de métiers qui existent pour toutes les formations. Et bah, l'idée de cette journée, c'est de découvrir les organisations qui existent et les métiers qui existent là-dessus. Donc, on vous invite à venir si vous êtes à Paris, à l'Académie du Climat le 28 octobre. Mais sinon, toute la semaine, on va publier du contenu en présentant les organisations qui embauchent sur toute la France et en donnant des conseils, en publiant des portraits. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est exactement ce qu'a dit Annelise, c'est de vous faire découvrir un peu tout ce qui peut exister. Et toute l'après-midi aussi, on propose des ateliers. Voilà, comment on fait son bilan de compétences, comment on améliore son CV, sa lettre de motivation, comment on valorise son engagement étudiant. Tout ça pour essayer, d'avoir, parce que c'est horrible, il faut quand même continuer à se dire que, il y a, le CV, la lettre de motivation, les candidatures qui comptent. Comment, l'adapter pour pouvoir, être, au top, quand on va essayer de postuler dans une organisation, comme celle-là. Et donc l'idée de cette journée aussi, c'est de valoriser, l'emploi et non le bénévolat. Donc on va essayer de ne pas forcément mettre en avant le volontariat en service civique, le bénévolat et cetera. Même si c'est intéressant à côté, là, on va plus se pencher sur qu'est-ce que je peux faire vraiment de ma vie, donc qu'est-ce qui peut me rémunérer, là-dessus parce que c'est important que, le job engagé puisse aussi rémunérer et que ce ne soit pas que quelque chose qu'on fait sur son temps libre, même si c'est hyper important à côté. Et comme le disait Annelise, qu'on puisse en vivre et que ce soit pas ou comme le disait Antoine, le côté, je viens à vélo mais je bosse dans un truc qui me plaît pas, forcément. Donc ça, c'est l'idée, et ça allait hyper bien avec tout ce que vous avez dit, donc voilà. Merci. Julien, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Oui, non, je voulais juste abonder en fait dans ce qui vient d'être dit, et notamment sur le fait qu'on pense généralement pas qu'on peut travailler de manière salariée dans une asso. Et je sais pas, je pense que c'est un peu comment dire, un parcours, enfin une expérience partagée par les gens qui travaillent dans une asso. À Noël, quand on raconte ce qu'on fait, en fait, les gens ils comprennent pas, ils disent non mais en fait tu t'es bénévole, etc. Et donc, non non, en fait je suis rémunéré pour cette activité, ouais. Et donc ça en fait on l'a pas trop en tête, et encore moins quand on est dans notre à la fac ou en grande école, etc. Enfin les grandes écoles c'est encore un autre sujet. Donc, du coup, voilà, pour dire que ça existe et que du coup, il faut bien avoir ça en tête. Et juste pour faire un peu de pub pour un projet porté par Animafac sur en fait, on a conçu un portfolio qui s'appelle Engagement et compétences, qui va sortir d'ici quelques semaines normalement, qui permet en fait de traduire les expériences associatives en ligne sur son CV concrètement. Donc, par exemple, quand on a été 2 ans trésorière d'une asso, ça veut dire qu'on sait faire on a des compétences sur le budget, qu'on a plusieurs compétences, et c'est un outil qui permet de traduire ces compétences-là pour les valoriser sur un CV et sur une lettre de motivation, un entretien, etc. Voilà. Et je crois qu'Antoine voulait dire quelque chose. On va prendre vos questions, mais avant, Antoine, je te laisse réagir aussi. Oui, rapidement, vraiment. Alors, allez dans le sens de tout ce que vous avez dit, mais moi, je pense que c'est aussi hyper important de dire que, surtout en tant que communicant face à l'urgence écologique, effectivement, il y a plein d'endroits, je pense, où vous n'avez pas forcément l'idée de pouvoir travailler et d'avoir un métier rémunéré, donc c'est hyper important de parler des assos, des ONG, etc. Mais c'est aussi hyper important de dire que si vous avez envie d'aller bosser pour une entreprise, alors déjà, vous pouvez aussi aller bosser, d'ailleurs, on n'y pense jamais en tant que communicant parce que ce n'est pas du tout les métiers qu'on nous propose, mais vous pouvez aussi aller bosser pour l'État, vous pouvez aller bosser pour les collectivités. Il y a plein de collectivités qui essayent de faire en sorte de s'adapter au changement climatique, de diminuer leurs émissions, etc. C'est hyper important d'avoir des communicants pour valoriser tout ça. Pour l'État, etc. Il y a plein de métiers hyper intéressants et socialement et écologiquement très utiles qu'on n'imagine pas quand on est en école de communication. Et l'autre truc hyper important, c'est de dire que si vous voulez aller bosser pour des entreprises, vous pouvez aller trouver des entreprises qui sont écologiquement plus utiles que d'autres. Et c'est important de dire, alors on parle beaucoup, surtout dans le milieu écolo, dire qu'il faut aller moins vers les grandes entreprises, aller plus vers les petites entreprises, etc. Bon, c'est vrai, en fait, les petites entreprises, on ne les voit pas trop dans les écoles, ce n'est pas celles qui sont dans la plupart des tables rondes, des journées de présentation, etc. Donc c'est aussi hyper important que le RESES, etc., vous organisiez des forums pour mettre tout ça en avant. Mais en fait, c'est aussi important de dire que même parmi les grosses boîtes, toutes les grosses boîtes ne sont pas du tout à égalité sur la question
que vous pouvez, si vous avez à tout prix envie d'aller bosser pour une grosse boîte, en fait, vous pouvez déjà aller essayer de voir un peu quelles sont les boîtes qui sont les plus écologiquement à la hauteur de la situation. Face au changement climatique, c'est pas pareil d'aller bosser pour un constructeur automobile qui construit des grosses voitures et qui tarde avant de passer à l'électrique, ou qui continue de construire des grosses voitures très consommatrices d'énergie, de matériel, etc., électrique, et d'aller travailler pour un constructeur qui fabrique des rames de métro ou de train. Dans les deux cas, vous travaillez dans le secteur des transports, dans les deux cas, vous travaillez pour des grosses entreprises, mais dans les deux cas, vous n'avez pas du tout la même contribution écologique à la société. Et en tant que communicant, c'est un peu la même chose. C'est pas pareil de travailler pour ce constructeur automobile ou de travailler pour ce constructeur de tram de métro. Vous n'allez pas du tout avoir le même impact sur la société. Et ça, c'est des questions vraiment qu'on peut se poser. On ne pense pas trop, en fait, d'habitude, parce que quand on est en fin d'école, on est un peu en panique, on ne sait pas trop où aller travailler, etc. Je pense qu'en tant qu'un peu plus ancien, là, on est là, je pense que c'est important aussi de vous dire que déjà, pour la plupart, quand on sort d'enseignement supérieur ou d'école d'enseignement supérieur, il faut dire, on est quand même les plus favorisés en termes de recherche d'emploi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, etc., mais on est quand même les plus favorisés. Donc, si nous, les plus favorisés, on ne profite pas du fait d'être les plus favorisés pour se poser un peu des questions sur à quoi est-ce qu'on va contribuer concrètement dans notre métier face à l'urgence écologique qui concerne nos vies, et je pense que vous avez assisté à cette conférence depuis hier pour voir que c'était un truc qui allait quand même complètement bouleverser nos vies, sinon on ne le fait pas, ça va être compliqué de demander aux autres de le faire après. Et après, le truc qui est vraiment important, c'est comment on fait concrètement. Et du coup, concrètement, alors, il faut passer un peu de temps à s'enseigner pour comprendre qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, comment ça marche, c'est quoi les dangers, etc. Et puis après, il faut aller un peu rentrer dans le concret. Alors, je pense que les questions à se poser, alors c'est pareil, il y a plein d'éléments très, très concrets sur le site pour un réveil écologique que vous pouvez vous poser. Mais là, très rapidement, il faut se poser un peu d'abord la question de c'est quoi l'utilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise fait plein d'efforts écolos, mais dont en fait le cœur de l'activité n'est vraiment pas essentiel dans un monde dans lequel il faut quand même s'interroger sur comment est-ce qu'on fait pour diminuer notre consommation d'énergie, parce que l'énergie, quel que soit le mode de production, a un impact sur l'environnement. Dans lequel, bon, c'est un truc qui est vraiment important. Est-ce que ce qu'on fait contribue au fait de nourrir des gens, de les transporter, de leur permettre d'avoir une vie à peu près heureuse, ou est-ce que c'est un métier qui contribuent, je dis n'importe quoi, dans l'industrie de la mode, à fournir des biens extrêmement chers à une toute petite partie de la population? Bon, voilà, la contribution à la société, c'est pas tout à fait la même. Alors après, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais c'est des questions qu'on peut se poser chacun et qui sont importantes de se poser chacun. Et puis après, une fois qu'on a trouvé un secteur qui nous intéresse vraiment et dans lequel on pense qu'il est utile, en fait, ce qui est important, c'est de voir un peu si l'entreprise, elle se préoccupe des enjeux écologiques. Alors là, il y a plein de trucs un peu simples à aller chercher, mais auxquels on ne pense pas. Les entreprises, elles publient un rapport RSE, un bilan de leur impact extra-financier sur la société. Et en fait, dans ce rapport, elles disent est-ce qu'elles calculent ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a les grosses boîtes qui continuent à pas du tout les calculer ou à les calculer sur des périmètres très, très, très faibles. Bon, ça, c'est un critère de sérieux, quoi. Les entreprises qui calculent leur bilan de gaz à effet de serre tous les 5 ans sur un tout petit périmètre, c'est pas sérieux. Donc, aller bosser pour ces boîtes-là, c'est bosser pour une boîte pas sérieuse. Les boîtes qui ne publient pas de trajectoire de baisse de leurs émissions et qui n'expliquent pas comment est-ce qu'elles essayent d'atteindre la neutralité ou de contribuer à la neutralité carbone en 2050, c'est pareil, c'est pas très sérieux. Les boîtes de construction qui ne se préoccupent pas de l'impact qu'elles ont en termes d'artificialisation des sols et donc l'impact qu'elles ont sur la biodiversité, c'est pareil, pas une boîte qui est très sérieuse sur le plan environnemental. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et à l'inverse, juste, je termine comme ça fait partie des métiers pas sexy, donc pas du tout, mais là en ce moment, toutes les boîtes qui installent des radiateurs électriques, des pompes à chaleur dans la maison pour remplacer des centrales à gaz, à fioul, etc., qui sont mauvaises pour le climat, pour la santé humaine, parce qu'ils émettent de la pollution de l'air, etc., ça paraît pas sexy. Mais en tant que communicant, aller bosser pour une de ces boîtes, c'est hyper utile pour la société. Et c'est un métier dans lequel vous allez vous sentir utile. Et vous allez sans doute aller beaucoup plus volontiers et de façon beaucoup plus enthousiaste dans votre job tous les matins que si vous allez bosser pour Total et permet de faciliter leur vie de machine et monter. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions-là à se poser et il y a plein de questions simples à se poser. Moi, je vous encourage à aller regarder le site de Pour un réveil écologique là-dessus. On a plein de ressources, dont d'ailleurs des ressources d'autres orgas qui sont présentes ici. Et du coup, n'hésitez surtout pas parce que c'est plein de questions intéressantes à se poser qu'on ne se pose pas automatiquement. Et juste moi, mon dernier message, c'est vraiment ne vous auto-censurez pas. Que ça soit dans les métiers ou dans les assos d'ailleurs. Moi, je rencontre plein de gens en permanence qui sont là et qui sont persuadés qu'ils ne sont pas assez doués pour aller bosser pour une boîte qui fait des trucs écolos, qui ne savent pas comment s'engager dans une asso parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont pas assez compétents, etc.
On peut tous témoigner ici du fait qu'on n'était pas super compétents quand on est entré dans nos assos, quand on s'est engagé. On n'avait pas la science infuse, on a appris sur le tas. Et on peut tous aussi témoigner que si on est là, c'est parce qu'en fait, les assos dans lesquels on s'est engagé nous ont plutôt bien accueillis. Les gens n'étaient pas trop désagréables face aux nouveaux qui débarquent. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas, ne vous autocensurez pas. Vous avez le droit de chercher des jobs qui sont écologiquement utiles. Vous avez le droit, et vous serez plus que bien accueillis si vous allez passer un peu de temps dans des assos à côté de chez vous pour aller contribuer au fait de construire une société écologiquement plus soutenable. Un mode d'engagement dont on n'a pas parlé, c'est l'engagement politique. Alors, c'est pas se présenter à des élections forcément, mais juste aller militer dans des partis, des syndicats, etc. C'est pareil, il y a plein de gens qui sont hyper complexés là-dessus. Moi, je peux vous assurer que vous allez toquer à la porte de n'importe quel parti, syndicat, etc. en disant, moi, j'ai envie de donner un coup de main, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Et vous n'avez pas besoin d'être super compétent pour ça. Vous avez besoin d'être motivé, d'avoir envie de passer un peu de temps et d'être convaincu que ce que vous faites est utile. Et sur ça, je me permets juste de rebondir sur le sujet de l'autocensure. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi, notamment dans le domaine de l'engagement, où j'ai l'impression qu'il y a aussi vachement une injonction à être parfait et à faire tout bien. Et qu'en fait, si on s'engage et qu'on parle d'écologie, c'est forcément qu'on est zéro déchet, qu'on ne prend jamais la voiture et que vraiment on est parfait, qu'on n'achète jamais dans des grosses boîtes. En vrai, ça, quasiment personne ne le fait. Et c'est pas grave, c'est OK. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire parfaitement qu'il ne faut rien faire. Et du coup, je trouve que ça fait aussi partie de l'autocensure de ne pas se sentir légitime d'aller dans une structure qui va porter des valeurs, alors que nous-mêmes, ouloulou, on a craqué pour un McDo il y a quelques jours. Ben oui, ok, c'est peut-être pas la meilleure décision qu'on ait prise, mais pour autant, c'est pas hyper grave et on est aussi humain. On fait du mieux qu'on peut. Et en fait, déjà en donnant son énergie pour ce genre de structure, c'est déjà énorme. Et c'est aussi en mettant parfois juste un pied dans une structure qui nous paraissait intéressante qu'on va apprendre tellement de choses. Moi, je pense qu'en 2 ans chez Latitude, j'ai tellement progressé sur 1 million de sujets de bonnes pratiques que je fais maintenant hyper naturellement et qui, il y a 2 ans, ne me le paraissaient pas du tout. Et c'est aussi parfois juste en faisant un premier petit pas qu'en fait, après, on va en faire 2, on va en faire 3. Et après, il y a plein de choses qui vont nous paraître hyper naturelles ou pas. Et c'est pas grave, il y a juste des choses sur lesquelles on se dira que, en fait, ça, c'est trop compliqué pour nous. Et nous, on va agir dans un autre domaine parce qu'on sait que là-dessus, ce sera plus en accord avec notre personne. Et c'est aussi hyper OK. Et je pense que c'est important de le souligner. Merci. Et je rajoute aussi, Antoine a parlé, à un moment donné, tu as parlé il me semble, d'associations de quartier, je crois. En fait, alors, bien sûr, il y a des associations dans vos facs. Nous avons là vous êtes là pour nous parler de l'engagement étudiant, donc, notamment au sein de notre cursus scolaire. Mais à côté de chez vous, vous avez des associations de quartier, des assos de sport. Enfin, on a aussi, juste à côté de chez nous, et la vie de quartier, les assos de proximité, c'est hyper important aussi de s'ancrer sur notre territoire, dans le local, et ça peut être aussi une forme d'engagement hyper intéressante d'aller sur ces assos. Alors, on avait une question hyper précise en termes de gouvernance. Alors c'est Mister Azix qui demande du coup si une asso peut être faite seulement à 2. On se retrouve forcément avec une double casquette. Alors je suis pas sûre de bien comprendre la double casquette. Si je comprends bien, en fait, c'est dire que du coup, une personne doit se retrouver, par exemple, trésorière, présidente, etc. C'est peut-être ça la question. Mais dans quel cas, en fait, je crois que c'est pas le cas. Donc, il faut 2 personnes parce que, généralement, le truc un peu traditionnel, c'est d'avoir une personne qui fait de la représentation, donc plutôt présidente, et une autre personne qui gère les finances, plutôt trésorerie. Mais par contre, tout ce qui est secrétariat, etc., d'avoir un secrétaire ou une secrétaire, d'avoir des vice-présidents, ça, c'est pas du tout obligé. Et ni même, en fait, les titres en soi, d'avoir un président, un trésorier, je suis pas sûre que ce soit forcément obligatoire. En fait, il faut juste faire des statuts qui correspondent au fonctionnement de l'association qu'on veut. Mais donc, du coup, effectivement, en fait, on peut avoir plusieurs casquettes sans que ce soit, des rôles soient très séparés les uns des autres. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et puis, alors peut-être on peut être fondateur, fonder une asso et puis avoir aussi un rôle au sein du bureau. Il y a même alors un salarié, par exemple, lui il ne va pas pouvoir avoir de rôle dans le bureau, hein, c'est ça. C'est ça, oui.
Après, oui, il y a des modèles de gouvernance qui permettent la participation des salariés aussi. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment à la carte un peu. Mister Azix, si jamais on n'a pas répondu tout à fait à ta question, tu nous fais signe. Ensuite, c'est Iris2567 qui nous demande: que pensez-vous de l'importance de la digitalisation de la communication dans le monde associatif et des éventuels problèmes que cela peut aussi engendrer? Grosse question. Peut-être que quelqu'un veut y répondre ou j'y vais. Peut-être, Anne-Lise, c'est pas, vous êtes sur la tech. En fait, j'étais en train d'essayer de remonter la question pour la relire, donc je veux bien que tu me la répètes juste pour être sûre de bien comprendre. Tu as pu la revoir? Sinon, je la Non, redis. je l'ai pas retrouvée dans le Alors, le chat. que pensez-vous de l'importance de la digitalisation et de la communication dans le monde associatif et des éventuels problèmes que cela peut engendrer? Alors, du coup, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir demander juste à la personne de développer ce qu'elle voit comme éventuel problème que ça peut Je vais engendrer. regarder si elle développe C'est un ensuite. peu large, mais si elle l'a précisé, effectivement, ce serait chouette. En fait, je trouve ça, ça m'étonne pas trop qu'il y ait cette question, et j'ai l'impression que dans le domaine associatif, tout ce qui est digitalisation est généralement assez mal vu. Tu le soulignais tout à l'heure, Céline, sur le fait qu'en fait, il y a une injonction en fait, qu'il faut tout le temps agir, passer à l'action, et c'est évidemment capital et extrêmement important. Pour autant, il ne faut pas renier complètement tout ce qui est digitalisation, et généralement on l'oppose à toutes les questions de lien social qui sont hyper importantes dans les assos. Pour autant, en fait, si on ne parle pas de ce qu'on fait, qu'on montre pas aux gens que c'est possible, qu'on n'essaye pas aussi de donner une autre image de la société qui nous entoure, malheureusement ces actions-là sont aussi passées sous silence, et que c'est aussi une manière de prendre sa place dans la société civile sur ces sujets qui sont importants. Et en fait, si tout le monde digitalise et que les structures qui font des choses importantes, qui passent à l'action, ne prennent pas ce tournant-là, malheureusement, il va y avoir une omniprésence de certaines structures qui sont pas forcément celles qu'on a envie de mettre en avant à titre personnel. Et malheureusement, les associations que en tant que personne, nous, on va vouloir mettre en avant, seront complètement invisibilisées. Donc pour moi, la digitalisation des assos est en fait hyper importante. Et ça, Antoine pourra, je pense, qu'acquiescer là-dessus en tant que communicant. Mais du coup, effectivement, elles sont obligées de passer à l'action. Après, il faut effectivement le faire de la bonne façon. Je ne sais pas trop ce que la personne voulait dire par les problèmes que ça peut engendrer. Donc, j'imagine que potentiellement, c'est peut-être aussi la notion de parfois d'avoir l'impression de faire un peu du social washing ou du greenwashing, ou d'attirer un peu la pitié comme ça peut être reproché à certaines assos. Je pense que c'est pas incompatible, et il faut juste le faire de la bonne façon. Et ça, c'est plus des moyens de communiquer qu'on va employer, plutôt que le fait de passer par la digitalisation qui pour moi, va pas forcément empirer cette partie-là. Il faut juste trouver le bon message de diffuser ces choses, ces enjeux-là. Mais ça me paraît assez capital. Oui, et puis en fait, le digital, c'est un outil. Internet, ça reste un outil, et il faut pas être dépendant de l'outil. Il faut l'utiliser en tant qu'outil. Ça n'est pas un objectif en soi, et il doit servir notre cause. Il faut l'utiliser comme étant un outil qui sert notre cause. Ce qu'on dit souvent, nous, dans le domaine de la tech, c'est qu'en fait, généralement, quand on parle des outils tech, on oublie complètement qu'en fait, derrière, c'est avant tout des personnes qui conçoivent ces outils-là et qui les utilisent et qui vont porter ces messages. Et qu'en fait, à partir du moment où ces personnes-là sont bien formées, sont sensibilisées au bon message, il n'y a aucune raison que ces outils-là ne soient pas utilisés de la bonne façon. Et que du coup, initialement, il faut juste revenir aux personnes qui vont utiliser ces outils-là. Et c'est des outils qui sont en fait à la base neutres, et qui vont juste pouvoir être utilisés de façon positive, négative, en fonction de la manière dont on le fait. Donc, je suis complètement d'accord avec Alors, on a eu un complément d'info. Iris pensait notamment aux personnes plus âgées présentes dans les assos qui ne sont pas forcément familières avec ça. Effectivement, là, on parle de fracture numérique. Exactement. Oui, alors ça, c'est un sujet hyper important, et du coup, on essaie aussi de beaucoup travailler là-dessus avec plein d'acteurs qui s'engagent là-dessus. Il y a
il y a plein d'acteurs qui maintenant forment les gens pour lutter contre la fracture numérique. Et d'ailleurs, fracture numérique, on parle souvent des personnes âgées et notamment sur parfois des manques de compétences, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Ça peut aussi parfois être des manques d'outils. On n'a pas tous accès à des ordinateurs et des smartphones aussi simplement, et ça peut aussi parfois être des problèmes d'infrastructure. Il ne faut pas oublier que même en France, il y a encore des zones qui sont dites blanches et en fait, il n'y a pas de couverture réseau du tout. Et c'est un vrai problème aussi pour accéder à ces outils-là. Donc voilà, ce n'est pas que un manque de compétences. Et effectivement, ça peut être excluant. Et c'est pour ça que quand on parle de digitalisation de la communication, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Et c'est pas parce qu'on a un nouvel outil qu'en fait maintenant il faut se concentrer que là-dessus et on oublie tout ce qu'on faisait avant. L'idée c'est de faire une transition qui soit douce aussi et de continuer d'utiliser d'anciens moyens de communication. Enfin, je dis anciens, mais effectivement c'est plus ancien par rapport aux récents qui sont sortis, mais qui sont tout aussi importants et parfois beaucoup plus percutants sur certains moments aussi forts. Donc il faut juste réussir à faire les deux et inclure ces outils-là qui, selon moi, sont assez fondamentaux, tout en n'oubliant pas aussi ce qui marchait très bien avant et ce qui continue de très bien marcher et qui, du coup, peut permettre aussi d'inclure ce type de population. Par exemple, pour la question de l'adhésion, aujourd'hui, alors je vais partir sur l'exemple de Hello Asso, qui est un formidable outil pour digitaliser les adhésions, mais il faut qu'une association puisse donner la possibilité aux personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas passer par le digital, pouvoir adhérer par un autre moyen. Ouais. Bah, en fait, j'ai aussi l'impression que parfois, il y a des associations qui vont utiliser des outils digitaux parce qu'en fait, ça permet de diffuser beaucoup plus largement et parfois avec des moyens qui sont parfois faibles. Et donc, du coup, c'est aussi des choix qui sont faits parfois par la contrainte. Pour autant, il y a 1000 manières de digitaliser. Il y a aussi beaucoup de forums associations, il est possible d'adhérer, etc. On en parlait tout à l'heure de la vie locale. En fait, la vie locale, là-dessus, elle est fondamentale sur le fait de relier de la proximité avec les gens et du coup de pouvoir juste aller en direct pour adhérer à une association et le faire dans la vraie vie, j'aurais envie de dire. On a une autre question. Alors, c'est Eastwim. Est-ce que les actions peuvent être portées auprès des mairies? Oui, Antoine. Je vais peut-être intervenir là-dessus rapidement. Face à l'urgence écologique, il y a plein de trucs qu'on peut faire nous-mêmes. Alors attends, pardon, je te coupe tout de suite. Vas-y. Est-ce que je suis la seule à t'entendre je t'entends pas hyper bien. Peut-être rapprocher ton micro. Je l'ai juste devant la bouche. Je peux difficilement plus. Ça marche mieux là? Ouais, Génial. Va falloir le garder. Sinon, après, je vais le manger et ça va moins se passer. Non, mais oui, du coup, on parle beaucoup des gestes perso qu'on peut faire face à l'urgence écologique. Donc, sur les questions climatiques, il y a des trucs importants. Hein. Enfin, je veux dire, le fait de manger moins de viande, de prendre l'avion, etc. Mais en fait, il y a tout un aspect des solutions qui ne dépend pas de nous. Il y avait un super bon rapport qui avait été fait par une boîte de conseil qui s'appelle Carbone 4. Si vous ne l'avez pas vu, moi, je conseille que je tiens un coup d'œil. Qui s'appelle Faire sa part. Et en fait, qui dit, en fait, vraiment pour des gens héroïques qui transforment vraiment complètement leur mode de vie, ils peuvent diminuer leur propre empreinte carbone, leur propre émission de gaz à effet de serre de 25 à 40% chaque année. En fait, au-delà de ça, c'est des choix qui ne dépendent pas de nous. Il y a tout un tas d'actions à faire qui dépendent des politiques publiques qui sont mises en place. Je vais vous donner un exemple très simple. On parlait d'aller en vélo au boulot, qui est un truc qui n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est plutôt chouette. Maintenant, si entre chez vous et le boulot, vous avez que des 2x2 voies avec des voitures et que vous risquez votre vie à chaque fois que vous allez au boulot, quand vous y allez en vélo, vous n'allez pas y aller en vélo. Et ça ne dépend pas de vous. Vous n'allez pas construire la double piste de vélo. Voilà, on ne va pas construire ça avec nos petits bras. Donc ça dépend de la mairie, typiquement. Et alors là, je donnais qu'un exemple, et je peux vous en donner plein d'autres. Il faut qu'on remplace, si on a envie d'être un peu sérieux écologiquement, tous nos chauffages au gaz et au fioul par des chauffages électriques ou des pompes à chaleur. Bon, ça coûte cher. Les gens qui en ont les moyens, les obliger à faire, c'est plutôt bien. Les gens qui n'ont pas les moyens, c'est plus compliqué. En fait, c'est aussi les mairies, alors c'est l'État, la mairie, la région, le département, qui doit subventionner le fait de pouvoir changer son moyen de chauffage. Donc, est-ce que la mairie ou les pouvoirs publics en général peuvent faire des choses? Oui, 1000 fois. Alors, après, comment on fait pour porter ces messages-là? Il y a deux façons. La première façon, c'est politique. Vos maires, vous les élisez, donc du coup, vous pouvez peser là-dessus. Alors, vous pouvez peser en allant voter, c'est quand même
c'est important. Vous pouvez peser en vous engageant aussi. Tous les partis n'ont pas du tout la même vision de ce qu'il faut faire sur le plan écologique face au dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Il y a des programmes plus ou moins ambitieux sur cette question, c'est pas grand-chose de le dire. Donc, vous pouvez choisir d'aller vous engager pour des partis, des mouvements qui proposent de faire ça plus rapidement, de façon plus juste, plus ambitieuse. Et du coup, les aider. Alors après, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça peut vouloir dire tracter, ça peut vouloir dire coller des affiches, ça peut vouloir dire dans le parti contribuer au fait de réécrire le programme ou l'améliorer sur le plan écologique. Soit dit en passant, avec l'élection présidentielle de 2022, c'est quand même un truc qui va être particulièrement impactant, parce que la future ou le futur président qu'on va avoir un impact démentiel sur ce qu'on va faire sur le plan écologique en France dans les 5 prochaines années. Et vous pouvez aussi le faire de l'extérieur, dans des assos. Alors, je ne sais pas trop les autres camarades là, qui sont là, ce que vous faites sur ce plan-là, mais il y a plein d'instos écolos qui font du lobbying auprès des élus. C'est-à-dire qu'ils vont voir les élus et qui disent faites gaffe, parce que vous avez quand même de plus en plus de citoyens qui sont préoccupés par les enjeux écologiques, et si jamais vous ne proposez pas, vous faites pas des propositions beaucoup plus ambitieuses sur le plan de la lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, vous allez avoir du mal à les convaincre de voter pour vous. Donc, du coup, c'est un truc qui se fait. Alors, il y a des associations très connues qui le font beaucoup. Je pense à Greenpeace, qui va le faire beaucoup avec des happenings, des événements hyper médiatisés. Il y a des gens qui vont plus le faire via la rencontre. Nous, typiquement, pour un réveil écologique, en fait, on rencontre un peu seul à seul des élus, comme le font des grosses boîtes pour faire du lobby. Mais nous, on est tout petits et on fait plutôt dans le sens de l'intérêt général que l'intérêt d'une entreprise ou d'un intérêt particulier. Et du coup, on va les voir et on leur dit écoutez, ce que vous faites dans tel et tel domaine, franchement, c'est pas à la hauteur des circonstances. Alors, on le fait vis-à-vis des écoles, de l'enseignement. On leur dit il faut vraiment que vous proposiez des lois pour intégrer de façon systématique les enjeux écologiques dans toutes les formations et que ça devienne obligatoire. Et on va aller voir vis-à-vis des entreprises. Et vis-à-vis des entreprises, on leur dit pour le moment, les entreprises, elles ont une obligation de publication de leur émission de gaz à effet de serre, mais sur des tout petits périmètres. Et en plus, si elles ne le font pas, elles ont des amendes ridicules de quelques milliers d'euros. Donc, les grandes entreprises, ça passe complètement sous le nez. Il faut que ça devienne beaucoup plus cher et beaucoup plus pénalisant de ne pas les publier. Il faut qu'en plus de les publier, il y ait une obligation de publier une trajectoire de baisse de ces émissions de gaz à effet de serre. Il faut que la stratégie nationale de l'État sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre soit beaucoup plus ambitieuse. Là, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Il faut qu'on commence à mettre en place des obligations sur la limitation de l'impact sur la biodiversité des entreprises. Un truc qui existe pour le moment. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça, vous pouvez le faire soit de l'intérieur dans des partis, soit de l'extérieur dans des assos qui font du lobbying, etc. Et dans les deux cas, vous allez avoir une action qui va être utile et qui va avoir un vrai impact, même si c'est long, ça nécessite de beaucoup s'informer et ça nécessite aussi de se retrouver face à des politiques qui, la plupart du temps, ne sont pas assez rapides ou pas assez ambitieux. Mais voilà, il faut aussi profiter du fait de leur taper dessus. Il y a un truc hyper important pour moi à dire, et je pense notamment à tous les gens là qui assistent à ça et qui disent en tant que communicant, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il y a tout un tas de partis, de mouvements, etc., qui ont besoin de communicants. Donc, n'hésitez pas à aller les voir en disant je sais communiquer, faire des relations avec la presse, du community management, etc. Ça va beaucoup les intéresser. Et l'autre truc important, c'est que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu préoccupé par les enjeux écologiques, ou en tout cas que vous allez l'être de plus en plus. Et ne sous-estimez jamais la part des enjeux écologiques dans les programmes politiques. En fait, même des programmes politiques très à gauche, très écolo, etc. En fait, quand vous rentrez dans le détail, vous allez voir qu'il y a plein de choses à construire encore. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels, en fait, les partis ne sont pas aussi ambitieux qu'on pourrait l'espérer. Et donc, du coup, il y a vraiment l'utilité que vous, même en tant que jeune, si vous avez un peu creusé une question, vous avez envie de passer un peu de temps et mettre un peu du cerveau là-dedans, il y a plein de choses à faire pour rendre le plus concret possible les propositions de transformation écologique et sociale dans les partis. Et du coup, là encore, n'hésitez surtout pas à aller toquer à la porte pour dire moi, je me connais un peu là-dessus, les valeurs de votre parti, de votre mouvement, de votre syndicat m'intéressent. Moi, j'aimerais contribuer à l'écriture des programmes pour 2022 ou l'écriture des programmes pour les prochaines municipales, n'importe quoi. Et vraiment, vous pourrez faire œuvre utile. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et les gens, on surestime toujours la compétence des gens à qui on s'adresse, généralement. La plupart du temps, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous incompétents, mais ils ne sont pas si experts que ça, ou leur expertise n'est pas si inatteignable que ça. Donc là encore, ne vous auto-censurez surtout pas. Super, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Julien, Anaïs ou Anne-Lise, là-dessus?
Non. Je rappelle que si vous voulez intégrer le live pour raconter, vous, comment vous agissez, quels moyens vous avez trouvé pour agir, pour vous engager, on serait ravis de vous avoir. Il nous reste 20 minutes, donc on aura un petit peu de temps si quelqu'un veut venir. Il y avait une question dans le chat auquel Ouais. on n'a pas répondu et qui me semble intéressante, Céline. Je ne sais pas si tu l'as Ouais. vue. Alors, il y a le mage lumineux que je vois sous les yeux. Celle-ci? Alors, c'est parti. Effectivement, une grande question. Là, on va pouvoir y aller pendant, pendant un quart d'heure. Mais on va conserver notre timing. Quels sont vos conseils pour rallier d'autres étudiants à notre cause? Alors, Anne-Lise. Je peux donner des conseils. En l'occurrence, je m'étais dit que c'était potentiellement une question sur lesquelles Julien et Anaïs plus particulièrement avaient des choses Ça marche. à ajouter. Mais moi, juste à Alors, titre, à de titre mon personnel, côté, peut-être déjà. même du côté de l'attitude, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc où là-dessus, je pense que la question peut potentiellement émerger tard. C'est qu'il y a marre d'être le relou en soirée qui porte voilà, des convictions écologiques, même des convictions sur mille causes, sur le féminisme, etc., où on a toujours l'impression de casser l'ambiance, etc. Je pense que là-dessus, il y a énormément de travail au niveau personnel aussi sur le fait de réussir à porter ses convictions et justement le faire de la bonne façon. Et là-dessus, c'est pour ça que nous, en tout cas, on essaye d'agir beaucoup sur la partie compréhension de ces enjeux et que généralement aussi il y a parfois un manque de sensibilisation sur pas mal de sujets. Et j'ai l'impression qu'une bonne manière d'aborder les choses, c'est en fait de poser des questions. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un en face de vous qui, visiblement, défend potentiellement certaines positions qui ne sont pas forcément en accord ou qui peuvent être parfois un peu dérangeantes par rapport à des convictions personnelles, n'hésitez pas à poser des questions, de savoir pourquoi la personne pense ça, d'où ça lui vient, etc. Et en fait, parfois, juste en posant la question du pourquoi, vous allez juste faciliter la déconstruction de pas mal de choses. Et il y a pas mal d'idées reçues qu'on a et on ne sait même pas pourquoi. Et c'est justement en essayant de pourquoi du comment, on pense ça qu'en fait, on se rend compte parfois assez naturellement que finalement, c'est peut-être des choses qui sont ancrées, auxquelles on n'a jamais vraiment réfléchi. Et du coup, ça incite aussi à aller creuser ce sujet. Et Julien et Anaïs, alors, comment on fait pour embarquer tout le monde? Alors, c'est un sujet qu'on se posait il y a 2 jours avec, l'Agence de la transition écologique avec l'ADEME qui réfléchit beaucoup à ça, et du coup, nous aussi, on se demandait parce que c'est une question de beaucoup d'étudiants, sur leur campus, par exemple, d'asso étudiantes qui veulent embarquer plus de monde parce qu'ils sont, 3-4. Ils ont plein de bonne volonté, mais, ils n'arrivent pas à engager plus de monde. Je vais pas aller directement là-dessus, je vais d'abord revenir sur la formation. S'il y a un truc qu'on a conclu un peu avec l'ADEME ou avec d'autres, c'est qu'une grosse partie, c'est quand tu as pas l'information, c'est très compliqué de passer à l'action parce que, tu ne sais pas pourquoi et en fait, tu ne te poses pas forcément la question. Donc, l'accès à l'information, que ce soit que la sens bon alors, on irait plus loin même que la sensibilisation, mais vraiment le pourquoi du comment. Une journée entière où on t'explique les tenants et les aboutissements, du dernier rapport du GIEC, je pense qu'en sortant de là, tu es un peu déprimé, mais au moins tu as les informations qu'il te faut pour comprendre. Donc, je dis pas que ça doit passer par cette formation-là, mais il y a plein de formations différentes, que ce soit dans les formations de l'enseignement supérieur ou, le fait de suivre des formations, qu'on va aller chercher, sur son temps libre, des différentes associations qui le proposent parce qu'il y en a énormément. Pour moi, c'est, la première base. Donc aller en chercher d'autres, bah, s'il y a un moyen de les informer, plus précisément, ce sera peut-être ça. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi ce gros sujet de pas être stigmatisant, de pas, être culpabilisant et de donner envie. Donc, il y a pas mal, cette question de relation avec ses pairs. Donc entre étudiants, ça marche pas mal ou entre personnes, qui puissent être pas forcément, par exemple, Citeo qui va te dire de trier tes déchets ou alors, quelqu'un qui va venir te dire: «Ah bah tiens, tu devrais aider, telle ou telle personne parce que sinon, tu fais quelque chose de mal». Mais être peut-être plutôt, je dirais attiré avec des choses qui donnent un peu envie. Il y en a pas mal qui peuvent rentrer, via, des petits ateliers, des petites choses, des petits trucs un peu sympas, des événements, un peu plus festifs, on va dire,
qu'autre chose. Et là, je parle bien d'essayer d'attirer, on va dire, les premiers étudiants dans son association ou alors les premières personnes qu'on croise à faire des choses sans connaître leur niveau d'investissement de base. Je pense que essayer d'attirer via l'événementiel ou via les ateliers ou via le fait de faire les choses de ses mains, ça peut partir de n'importe quel type d'atelier ou de choses à faire. Je pense que ça, sur les campus, c'est quelque chose qui peut pas mal fonctionner. Et je rajoute avant que Julien prenne la parole, en fait, quand on est dans le faire, finalement, les autres voient et ça donne des idées, ça donne des envies. Je vais témoigner très rapidement. Je suis dans une association de communicants. On a pour objectif de sensibiliser, ma commission pour objectif de sensibiliser les professionnels de la communication, ce qui est un très gros challenge parce que dans la communication, on n'y est pas encore. Et au sein de l'association, quand on se retrouve, on amène nos petits kits pique-nique. On a proposé ça à tous les membres du conseil d'administration. Et en proposant ça, finalement, ça a intégré cette action, cette habitude au sein de tous les membres du conseil d'administration. Et ils l'ont intégré vraiment dans leur quotidien, au boulot, et ça a fait effet boule de neige. Et on n'est pas passé par de la sensibilisation, on est passé vraiment par de l'action, dans de la proposition concrète. Julien, je te laisse poursuivre. Oui, en fait, il y aurait plein de choses à dire, mais en termes de communication, je pense que une des choses les plus importantes, c'est d'arriver à bien définir son projet. Et souvent, quand on s'engage pour une cause, on a envie d'un peu d'attaquer sur tous les plans. Alors, je ne sais pas, pour les questions de discrimination, on a envie de faire bouger les choses dans son université, mais aussi d'avoir des lieux qui permettent aux personnes de se sentir les bienvenus, etc. Et en fait, parfois, on peut avoir donné l'impression de se disperser un peu. Et du coup, quand on est à l'extérieur et quand on n'est pas dans l'association, on se dit « Ok, c'est cool, ils ont l'air d'avoir des bonnes idées, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font ?» Donc, je pense que cette partie-là de définition en fait, du projet est importante. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a des choses à faire aussi en termes en fait, d'inclusion. On a souvent le cas, alors je sais pas, je vais donner un exemple un peu cliché peut-être, mais une asso de filière d'ingénieurs, par exemple, où il y a une grande proportion d'hommes dans les assos. Et en fait, dans la manière dont ils présentent leur projet, en fait, rien que d'utiliser de temps en temps l'écriture inclusive pour faire comprendre que aussi, quand on est une jeune femme, on peut s'intéresser à ça, qu'on peut avoir aussi le poste de présidente ou de trésorière dans cet asso. Ça enlève en fait des freins. Alors, ça semble peut-être un peu évident comme ça, mais en fait, je pense pas que ce soit une volonté d'exclure de la part de ces assos ou de ces projets, mais c'est juste que souvent on est la tête dans le guidon et ils n'y pensent pas. Et je pense que ça peut vraiment jouer pour, en fait, juste pour, pour ouvrir en fait au plus de personnes et de pouvoir accueillir au sein de ces assos des profils différents avec des compétences différentes et des visions différentes aussi. Merci. On a une autre question intéressante de Yos Dono qui rebondit au vu de l'évidence de l'urgence climatique. Comment se fait-il que, comme le dit Anne-Lise, on passe pour le relou quand on veut faire une démarche écologique, souvent dans son environnement personnel? Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais ouais, pourquoi on passe pour le relou? Malheureusement, j'aurais envie de dire que, j'aimerais que l'urgence climatique soit une évidence pour tout le monde. Malheureusement, on n'y est pas encore. Je pense qu'il ne faut pas oublier et surtout faire très attention aussi à la polarisation des opinions. Et qui est du coup grandement engendré aussi par pas mal d'outils technologiques là-dessus, et notamment les réseaux sociaux. C'est que parfois, on a un peu l'impression dans notre cercle proche et par rapport à ce que nous, on voit notamment sur les réseaux, qu'en fait, tout le monde est hyper conscient du problème. Pour autant, c'est loin d'être le cas, vraiment, et je sais que parfois, on a du mal à le concevoir, et pour autant, c'est vraiment loin d'être le cas. Sinon, et c'est d'ailleurs pour ça que parfois,
on est hyper étonné de certains résultats, par exemple, au niveau politique de certaines élections. On est hyper étonné des résultats en disant mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, c'est des choses qui, dans nos cercles, ne sont pas du tout présentes et pour autant qui existent aussi. Et c'est des opinions qui sont aussi, qu'il faut aussi trouver complètement respectables. Et souvent, en fait, c'est un clivage qui se fait où on a l'impression que c'est pas possible, que c'est inimaginable, pour autant si. Et c'est aussi pour ça qu'il faut vachement prendre de recul. Et même si c'est hyper crispant, essayer de garder aussi un peu un recul et essayer d'être hyper pédagogue parce qu'en fait, tout le monde n'a pas eu accès à cette information-là, tout le monde n'a pas eu la chance aussi, et tout à l'heure, Antoine parlait de privilège, mais c'est aussi un privilège que d'avoir accès à cette information-là, qui est relativement accessible, je suis d'accord, mais pour autant, il faut avoir les bonnes ressources, il faut avoir accès aux bonnes conférences qui vont aussi bien le vulgariser, avoir parfois aussi la chance d'avoir ça directement dans sa formation, ce genre de choses, et c'est pas encore accessible à tout plein de gens, et surtout quand pendant des années, ça je pense notamment parfois à des dîners de famille qui sont pas forcément évidents parce qu'il y a des divergences d'opinion qui sont assez marquantes. Quand pendant des années, en fait, on vous a répété que en fait, ce qui était important, c'est la croissance économique, c'est le PIB, quand maintenant on vous dit que en fait, peut-être qu'il y a d'autres sujets qui sont un peu plus importants et un peu plus surtout qui vont vraiment profondément changer nos existences dans les années à venir. En fait, si là, il y a aussi une espèce de coupure qui fait qu'on n'est pas en mesure de prendre cette information-là si on est trop frontal. Et du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup de travail pédagogique pour justement réussir à renverser cette tendance-là et faire comprendre aux gens que en fait, les choses, elles n'étaient pas exactement comme on le pensait au début, qu'il y a peut-être eu des petits changements. Et pour ça, c'est ce que disait Anaïs avec la chose hyper primordiale qui est l'information et d'avoir accès à cette information-là. Donc, même si c'est hyper crispant, il faut réussir à flécher les bonnes ressources avec les bons médias parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'apprendre. Moi, par exemple, au niveau écologique, si vous me donnez un pavé, même le livre le plus intéressant de la Terre, vous pouvez être sûr que jamais de la vie, je ne prendrai cette information-là. Par contre, si vous me fléchez des conférences qui sont hyper intéressantes avec des intervenants qui, là, vont réussir à vulgariser, peut-être que ce sera plus ça, mon moyen d'information. Et du coup, essayer de diffuser les bonnes ressources qui correspondent aux personnes que vous avez en face de vous et qui vont peut-être, du coup, plus facilement pouvoir s'informer sur ce sujet-là et du coup, avoir accès à potentiellement cette info qui n'est pas encore aussi évidente que ça pour ces personnes. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Alors, je crois qu'on est bon sur les questions. Je vous rappelle que vous pouvez venir intégrer le live si vous avez envie. Et sinon, moi, j'aimerais bien, pour conclure, qu'on parle vraiment à la suite de Reboot. Là, les étudiants, vous avez eu 2 jours de conférences, on vous en a mis plein la tête sur l'urgence climatique, sur le monde va mal, il faut agir. Et heureusement, j'espère que vous avez eu des réponses aussi sur comment je peux agir en tant que professionnel de la communication, futur professionnel de la communication. Mais là, au niveau de l'engagement associatif ou d'ailleurs politique autre, qu'est-ce que vous, à travers vos structures, vous pourriez proposer aux étudiants s'ils ont envie de s'engager concrètement, là, dès ce week-end, dès la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous avez envie de leur proposer? Je peux commencer si... alors moi, je dirais la première chose, c'est franchement, trouver un pote et une idée et allez-y parce que je pense que la première étape, en fait, c'est de se rendre compte que des gens portent les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées, etc. Après, la forme que ça prendra, je pense que voilà, toutes nos structures proposent plein de ressources, plein de choses à faire, que ce soit des rencontres physiques, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des programmes d'accompagnement. Mais le premier truc que je pense, c'est puis bon, après voilà, on vient de sortir, on est encore dans la fin de peut-être la crise sanitaire, mais qu'en fait, on a envie de voir que voilà, on a des gens qui ont envie aussi de faire bouger les choses, et c'est avec ces personnes-là en fait qu'il faut avancer, et pas les trolls sur Twitter qui peuvent
souvent amené à décourager un peu voilà, le lancement de projets. Donc, ce que je dirais, voilà, c'est vraiment trouver votre crew et allez-y, quoi. Super, merci. Moi, une petite piste que j'aimerais donner aussi aux étudiants, c'est mine de rien, il y a de plus en plus maintenant de formations d'enseignement supérieur qui essayent d'intégrer dans leurs cours ces enjeux-là à travers des formations, des projets, etc. Encouragez ça aussi au sein de vos formations. Vous avez un rôle à jouer aussi là-dessus, de montrer aux gens qui dirigent et qui surtout déterminent vos programmes pédagogiques que c'est ce genre de contenu que vous avez envie d'apprendre, que vous êtes venu pour ça et que c'est ça qui attire votre attention. Et en fait, ça fait... Pour ça, il faut aussi choisir ces cours-là. Parfois, c'est des options, parfois, c'est des projets, etc. Montrer que vous avez un vrai engouement là-dessus. Et si vous avez l'occasion, et c'est encore mieux, mais c'est peut-être moins évident, de discuter avec justement les gens qui gèrent les programmes pédagogiques dans votre établissement, de justement faire remonter ces envies, ces engagements-là, pour du coup leur faire comprendre que c'est une vraie volonté de votre part et que pour que leur école continue aussi de rayonner et d'avoir une certaine influence, il faut qu'ils intègrent ça dans leur cursus, parce que sinon c'est vraiment quelque chose qui va manquer et qui va faire aussi que potentiellement les étudiants vont finir par se détourner de ces formations-là parce qu'elles vont être considérées comme plus en accord avec finalement les enjeux actuels. Carrément. Et d'ailleurs, Reboot, certains d'entre vous, étudiants, vous êtes là parce que vous avez réclamé à l'équipe pédagogique de faire partie de Reboot. Vous nous avez contactés, on a récupéré des contacts de responsables pédagogiques, etc. Et on leur a dit, écoutez, il y a un bon nombre d'étudiants qui veulent participer à Reboot. Faudrait participer. Et donc, effectivement, et ça, si vous êtes là, c'est que ouais, ça fonctionne. Et donc, merci beaucoup d'ailleurs. C'était hyper important d'avoir vous êtes acteur de votre formation et vos établissements ont besoin de savoir, il faut qu'ils sachent ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez apprendre. Anaïs et Antoine. Pour compléter là-dessus, on va bientôt sortir un kit plaidoyer pour faire bouger sa formation sur campus, avec aussi la participation de Point Réveil Écologique, où on citera aussi plein d'autres sources qu'il y a là-dessus. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais l'idée de ce kit qui va sortir, c'est d'avoir le fonctionnement de son établissement. Alors, on va un peu plus se focus sur les universités, mais il y a d'autres endroits où on peut trouver sur le fonctionnement des écoles et avoir l'argumentaire pour s'adresser à telle ou telle personne selon ses objectifs. Et puis, on pourra aussi en apprendre un peu plus sur le plaidoyer en général, la théorie, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes et comment s'y prendre. Donc, pareil que Julien, ça va sortir un peu plus tard, donc je ne peux pas vous y donner accès tout de suite, mais si jamais ça vous intéresse, gardez-le en tête, ça pourra peut-être vous aider. Merci. Et Antoine, toi, des actions là que les étudiants pourraient mener tout de suite en sortant de Reboot? Alors, tout de suite, en sortant de Reboot, moi, je vous conseille de poser un coup, parce que normalement, vous avez quand même... Attends, pardon. Pardon, vous m'entendez Je pense plus. qu'en fait, il faut que que ça tu ne marche mieux bouges plus du tout. Est-ce que ça va mieux, là? Ouais, en fait, il faut vraiment que tu ne bouges pas. Je veux que je bouge plus. Non, je disais, après Reboot, posez-vous, parce que vous en avez pris plein la tête pendant 2 jours, et puis normalement, ça a quand même pas mal changé votre vision du monde, enfin, j'espère. En tout cas, il y avait tout dans les super formations auxquelles vous avez assisté pour ça. Donc déjà, prenez un moment, parce qu'on ne prend pas ça dans la tête tous les jours, a priori, il faut espérer. Et puis ensuite, je pense que vraiment, posez-vous 10 minutes, une demi-heure, et demandez-vous ce qui vous botte. Il y a un gros souci que vous allez avoir, c'est qu'a priori, vous allez quand même avoir du mal à garder bonne conscience après ces 2 jours. C'est normal, parce que quand on prend conscience de l'urgence écologique, on ne vit pas bien, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Donc, du coup, vous allez avoir envie de faire des trucs. La grande difficulté d'expérience, c'est que des trucs à faire, il y en a plein. Des trucs utiles, réellement impactants à faire, il y en a un peu moins, mais il y en a aussi plein. Des trucs réellement utiles, impactants et dans lesquels on passe du temps, il y en a encore moins parce que s'engager dans la durée pour essayer de changer les choses à son échelle, avec un collectif, avec d'autres gens, etc., ça prend du temps, c'est pas facile. Et du coup, c'est facile d'y passer beaucoup de temps
de s'épuiser. Et voilà. Donc, essayez de trouver ce dans quoi vous allez trouver un peu de plaisir. Là, tous autour de la chaîne Twitch, là, vous êtes tous différents, vous avez tous des envies différentes. Il y en a certains qui vont avoir super envie d'aller essayer de trouver la souhait de votre quartier, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui ont envie de plutôt aller voir ce qu'ils peuvent faire en politique, allez voir un peu quel est le parti qui vous intéresse le plus et ce qu'il y a comme section locale du parti dans votre quartier. Il y en a qui ne vont pas avoir envie de passer trop de temps avec des gens et qui vont plutôt essayer de vouloir un peu creuser intellectuellement ce que ça signifie de faire bifurquer toute notre société sur le plan écolo. Il y a des trucs qui s'appellent des think tanks, des cercles de réflexion qui essayent de creuser cette question, qui seront ravis d'avoir des jeunes communicants un peu malins ou des jeunes communicantes un peu malignes qui vont venir toquer à leur porte. Donc, allez-y, allez les voir. Vous avez envie de vous engager dans votre asso, dans votre école, et allez regarder, juste vous renseigner, allez voir un peu ce qu'ils font les uns les autres. Et puis, si vous voyez des assos qui vous intéressent, vous envoyez un petit mail après Reboot, là, vous dites, je me suis pris une grosse claque aujourd'hui, j'aimerais bien en discuter et savoir un peu ce que vous faites, parce que du coup, je suis peut-être intéressé. Et puis après, ça vous engage à rien. Voilà. Vous allez voir un peu juste ce que ça donne. Le premier pas est toujours le plus dur, hein. C'est un peu un truisme de dire ça, mais une fois qu'il est fait, vous allez voir que si vous trouvez un endroit où... Alors, ce ne sera jamais de la pure bonheur. Je veux dire, s'engager, c'est toujours du temps, toujours de l'énergie, de la fatigue et parfois des désillusions, mais on a quand même l'impression de faire un truc utile de son existence. Du coup, c'est quand même globalement très satisfaisant. Donc voilà, c'est mes propositions de post-reboot. Merci beaucoup à tous les quatre. Vraiment, vous avez, chers étudiants, les liens normalement dans le chat pour aller en savoir plus sur toutes ces structures. Et moi, je tenais également à remercier, en termes d'engagement, on a des étudiants là qui sont ultra engagés depuis, alors il me semble que c'est depuis le début de la semaine, mais dans les starting blocks depuis mercredi surtout, c'est les étudiants MMI qui nous accompagnent au niveau technique pour que ce streaming puisse être là, pour qu'on puisse être là devant vos yeux. Et clairement, c'est de l'engagement étudiant. Ils ont répondu présent à l'appel. Et c'est un super engagement. Pour le coup, ils font appel finalement à leurs compétences dans le cadre de leur cursus, parce que c'est vraiment des compétences qu'ils sont en train d'acquérir pendant leurs études. Et clairement, sans eux, on n'aurait absolument pas été ça. Je ne sais pas où on serait là en ce moment. Je ne sais pas si on serait en train de se parler. Donc, un grand merci pour cet engagement. Et vous voyez, de l'engagement, il peut en sortir des choses géniales. Voilà, je voulais conclure sur ça. Je vous remercie beaucoup donc aux intervenants, aux étudiants et puis aux participants d'être là. Et puis, je rends l'antenne et je vous souhaite une bonne continuation sur Reboot. Au revoir. Merci beaucoup. Et puis merci à toute l'équipe de Reboot aussi pour l'invitation et pour le boulot.